Ok, très bien. Bonsoir tout le monde, mesdames et messieurs. Les dames, je n'en vois pas beaucoup, j'espère qu'il y en a quand même, mais voilà. Donc, il me revient le plaisir, le privilège d'ouvrir les feux. Je vous souhaite une très très cordiale bienvenue à ce premier webinaire de l'Aéroclub de Suisse en langue française qui sera consacré aux modifications de l'espace aérien qui ont été introduites en 2021. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jean-Michel Selveguer, je suis le délégué roman au comité central de l'Aéroclub de Suisse depuis une année où j'ai été élu. Voilà, cette soirée, je crois que c'est très réjouissant parce que nous sommes 163 inscrits en Suisse romande et il y avait 147 inscrits en Suisse allemande. Je dois dire que c'est quand même quelque chose de très très plaisant. Ce soir, vous aurez droit à deux présentations. La première, elle sera assurée par Gaby Rossier. Je crois que tout le monde le connaît, il est inutile de présenter. C'est une présentation qui a été préparée par Chris Nika, qui est responsable des espaces aériens à l'Aéroclub de Suisse. Mais pour des questions de langue, c'est Gaby qui le fera. Et ensuite, on fera ce qu'on appelle une pause biologique pour une deuxième intervention par le colonel EMG Pierre Drago de Goumoin, qui est le chef du MAA, le Military Aviation Authority, et qui parlera de questions d'utilisation et de partage de certains espaces aériens entre l'aviation générale et l'aviation militaire. Alors, avant de terminer mon introduction, ma brève introduction, j'aimerais vous faire quelques rappels des règles d'usage. Si vous avez une question, vous avez en bas, au milieu de l'écran, un bandeau avec une petite main. Donc, vous pesez sur la main, ça s'allume, on sait qu'il y a une question et puis on vous répondra. Ensuite, l'autre chose, il faut couper vos micros ainsi que vos caméras tant que vous n'intervenez pas. D'abord pour une question de bande passante, puis deuxièmement, ça évite qu'on entende un téléphone sonner ou bien un lavabo se vider, des choses qui ne sont pas très agréables. Voilà. Donc je vous remercie de faire très attention. Et puis encore une chose, la conférence sera enregistrée, elle sera mise à disposition demain directement sur le site de l'Aéroclub. Voilà, là, avant de terminer mon introduction, je vous souhaite une très très belle soirée avec nous. L'intervention devrait durer à peu près 1h30. J'espère que vous aurez beaucoup de plaisir et d'intérêt à suivre ces deux interventions. Et je vous remercie d'avance pour leur passionnante, je remercie d'avance les deux intervenants pour leur passionnante présentation. Je passe encore la parole au secrétaire général de l'Aéroclub, Yves Bourcart, qui souhaite également vous adresser quelques mots au nom de la direction de l'Aéroclub et qui complétera tout ce que j'ai pu oublier de vous dire ce soir. Voilà, une très très bonne soirée en attendant et Yves, tu peux prendre la main. Merci bien, Jean-Michel. Chers membres de l'Aéroclub, chers présentateurs, au nom du comité central de l'Aéroclub de Suisse, je vous souhaite la bienvenue au premier séminaire en ligne en langue française de l'histoire de l'Aéroclub. Malheureusement, nous ne pourrons pas nous rencontrer physiquement à l'occasion de séminaires sous forme d'événements de présence en Suisse romande. Cependant, nous avons appris, après la réalisation réussie du webinaire en allemand il y a 10 jours, cette forme de séminaire en ligne est très bien accueillie et a motivé de nombreux nouveaux participants à prendre part à un tel événement pour la première fois. Grâce aux économies de temps et d'argent qui permet ce mode de livraison, nous sommes devenus plus flexibles et pouvons vous joindre en tant que membre de l'Aéroclub de Suisse directement à votre domicile ou sur votre poste de travail. Cela présente de nombreux avantages, mais l'échange direct en face à face avec vous en tant que membre de l'Aéroclub fait défaut. Ce que je regrette personnellement. Dans une conversation directe avec échange d'expressions faciales et des sentiments, la cohésion des membres prend beaucoup plus d'importance. Je tiens d'autant plus à vous remercier de votre présence et du temps que vous avez consacré à ce séminaire en ligne. Je tiens également à remercier tout particulièrement notre chef de section et expert en espace aérien, Chris Nika, qui a préparé le terrain pour la conférence suivante sur les modifications de l'espace aérien en 2021.
Un merci spécial à mon adjoint au secrétariat central de l'Aéroclub de Suisse à Lucerne, Marc Robert, qui a assuré la technique de ce webinaire par Microsoft Teams. Si vous avez des commentaires après le webinaire, les éloges et des critiques raisonnées seront grandement appréciés. Veuillez les envoyer directement à info@aeroclub.ch. Alors, commençons. C'est un grand plaisir pour moi de passer le micro maintenant à Gabi Rossier, le successeur de Chris Nika comme chef de section espace aérien. S'il te plaît, mon cher Gabi, la parole est à toi. Merci beaucoup, Yves. Aussi, en mon nom, je vous souhaite la bienvenue à ce séminaire. Je suis vraiment très, très content de voir la large participation des pilotes romans et j'aimerais spécialement saluer la présence de notre seul et unique astronaute suisse, Claude Nicolier, parmi nos invités. Salut, Claude. Je vais donc commencer cette présentation. Comme il vous l'a déjà été signalé, c'est donc Chris Nika qui était le responsable jusqu'à maintenant du domaine de l'espace aérien à la ICS. Et c'est lui qui a fait cette présentation que j'ai la grande chance et le plaisir de pouvoir vous présenter en français. Ce soir, je vais vous parler des modifications de l'espace aérien en 2021, des modifications sur les cartes aériennes suisses, des projets en cours sur les espaces aériens, deux petites contributions de l'EFAC et de SkyGuide, un petit conseil pour la saison à venir et on pourra passer ensuite aux questions, voire discussions. Et avant de passer, donc, comme déjà annoncé, la parole au colonel EMG Pierre Drago de Goumoin pour sa présentation du MA. Modification de l'espace aérien, on va parler de la LSR 15 AMON pour les drones 15 de l'armée de l'air. On va parler de la CTR et de la RMZ de Grange. Ensuite, les LSR pour planeurs LSR 21 et LSR 54. On va parler ensuite des zones de test pour les mini-drones de l'armée qui vous seront présentés ensuite par le colonel EMG de Goumoin pour la présentation des drones eux-mêmes. L'extension de la TMA 3 de Bâle et la réduction partielle de la LRC au nord-est de Genève. Toute la présentation est basée sur deux publications qui ont eu lieu, donc des AIC et aussi d'un décret qui a été fait pour les changements d'espace aérien 2021 par le FAC. Donc, je commence vraiment la présentation maintenant des changements. La CTR de Grange, comme vous l'avez vu déjà en 2020, la CTR était temporairement changée en RMZ, donc en zone de communication radio obligatoire. Et cette situation devait en principe changer cette année pour devenir définitivement active. Malheureusement, la Grange n'a pas eu le succès nécessaire avec sa demande et maintenant, c'est prolongé comme zone temporaire et ça devrait être, suite à une nouvelle demande de Grange, pérennisé à l'avenir pour les années qui viennent. Mais pour nous, fondamentalement, pas de changement à Grange pour cette année, ça reste comme l'année passée. Les LSR pour planeurs, LSR 21 et LSR 54, sont deux zones qui ont été légèrement modifiées pour 2021. La LSR 21, comme vous pouvez le voir avant, elle faisait tout le gros morceau de fromage, maintenant bien grignoté par la souris adéquate. Donc, on a un redimensionnement de cette zone avec comme demande l'arrivée des zones de vol à basse altitude IFR et les approches IFR sur l'hôpital de Rena. Comme vous pouvez le voir, au début, on a fait une zone qui était limitée géographiquement et maintenant, cette zone est limitée par la ligne à haute tension qui délimite clairement la zone du côté est. Pour la LSR 54, pour les planeurs,
Là, on a un petit problème pour cette donc, zone vol à voile avec les distances au nuage réduites. Et les approches IFR sur Samedan étaient lors de situations météorologiques avec des QNH un peu spéciaux, un petit peu en bordure de la zone probable. On n'avait plus les séparations nécessaires pour ces approches entre les planeurs et les approches sur Samedan. C'est pour ça qu'avant, vous voyez, c'était marqué Flight Level 150 et ça a été changé maintenant pour Flight Level 150 ou 15 000 pieds, selon lequel est le plus bas. Et avec ça, on peut garantir que les séparations avec le trafic IFR sur Samedan sont garanties. Cette situation est provisoire avec cette valeur. Les approches IFR sur Samedan doivent être ajustées et sitôt que ces approches auront été ajustées, on pourra remettre l'ancienne limite du Flight Level 150 tout simplement. Donc ça concerne peut-être un tout petit peu moins les remons, mais quand même, des fois, on va se promener jusque là-bas. Au niveau des LSR pour les mini-drones de l'armée, cela concerne 3 zones. Une zone vers Longrin, la zone Interrhein et la zone de Bière. Ces 3 zones sont... Marc, comment je peux aller plus à droite dans la présentation? Marc, est-ce que tu peux me zoomer enfin, plus à droite sur les pages? Ou est-ce que je peux le faire moi-même? Ah non, attends, j'ai trouvé comment le faire, c'est bon. Donc, ces LSR pour les mini-drones, c'est donc des mini-drones de l'armée qui sont compris entre un poids de 32 grammes. Drago va vous les présenter. Ça, c'est vraiment un tout petit drone pour aller voir à l'intérieur des bâtiments principalement. Mais il y a aussi des drones plus gros, jusqu'à 10 voire 30 kilos, qui vont être essayés et utilisés dans ces zones. L'activité dans ces zones va être limitée aux jours de semaine, à l'exclusion des jours fériés. Et il y aura un maximum de 100 jours activables par année. Et ces 100 jours, cette limite est valable pour le total des 3 zones. Donc, en gros, on peut s'attendre à plus ou moins 33 jours par zone d'activation. Et il y a une demande de la Fédération suisse de vol à voile, respectivement de l'Aéroclub de Suisse, d'essayer d'activer ces zones seulement lorsqu'il y a une faible activité thermique afin de permettre au Vélivol de pouvoir disposer de tout l'espace aérien disponible les jours de beau temps et les jours de forte activité thermique. Ces zones seront naturellement publiées dans les NOTAM et les DAPS. Et comme je vous l'ai dit, le colonel de Goumoin va vous présenter ces drones tout à l'heure. Pour la zone TMA 3 de Bâle, comme vous pouvez le voir, on a une montagne ici qui est à 2661 pieds. Et avant, on avait uniquement cette limite à 3000 pieds inférieure. Et malheureusement, on a constaté que légalement, d'après les règles ICAO, la séparation minimum entre le sol et une TMA doit être de 700 pieds. Et avec ces 3000 pieds et le sol à 2661 pieds, on ne respectait pas cette distance minimum de 700 pieds. C'est pour ça que nouvellement, si vous regardez où c'est marqué Neuil, c'est 3000 pieds ou 1000 pieds en dessus du sol. Comme ça, on remplit cette règle des 700 pieds minimum entre le sol et une TMA. Donc ça, c'est principalement sur la France et c'est eux, les Français, qui ont demandé ce changement. Au niveau de la suppression de l'espace aérien, c'est Charlie que vous voyez juste à droite de la flèche rouge. Cette zone, on s'est toujours beaucoup posé de questions pourquoi elle était là. C'est une partie de la voie aérienne A1, mais qui n'est jamais utilisée opérationnellement. Et suite aux demandes de la Fédération de vol à voile, elle a pu être supprimée de la carte. Et si vous regardez la carte 2021, elle n'y est plus. En dessous de cette zone qui a été supprimée, il y a une autre sorte de triangle qui est aussi limitatif pour les pilotes de vol à voile principalement. Cette zone-là, pour le moment, n'a pas pu être supprimée. Les Français nous disent que c'est quelque chose qui vient de la Suisse. Les Suisses nous disent non, non, ça c'est sur la France.
et on n'arrive pas à faire supprimer cette zone pour le moment, alors que très probablement, elle n'a plus aucune fonction opérationnelle. Mais celle-là est toujours sur les cartes de cette année. On y travaille pour l'enlever pour l'année prochaine. Modification de la carte ICAO suisse. La carte régionale de Genève a été mise à jour et étendue jusqu'à Sion, je vais y revenir. Utilisation des transpondeurs qui sont décrits au dos de la carte ICAO. La nouvelle LSR 15 à l'ouest d'Emmen. La LSR 31 à l'est d'Emmen a par contre, elle été supprimée, on va y revenir. Les nouvelles LSR 84, 85 et 86 ont été introduites pour les mini-drones, on en a déjà parlé. Le NDB de Berne a été supprimé. VOR de Trasadingen n'est plus qu'un DME. Changement d'identité à Mollis. La partie donc LRC à l'est de Genève a été supprimée. Donc, avant, on avait regardé ça sur la carte vol à voile. Maintenant, j'y reviens sur la carte OCI. TMA de Bâle, la zone 3, limite inférieure, a été remontée. TMA CTR de Bâle, légèrement modifié. Dans l'info, nouvelle frontière, les éplatures. L'altitude de l'aérodrome a été adaptée. La zone de Memmingen, nouvelle zone Transponder Mandatory Zone. Les zones de Chambéry et Lyon, les thèmes qui seront ajustés. Annecy, les limites supérieures. L'Italie, on va revenir sur les fréquences. À Genève, la route de transit sud qui a été adaptée, le Cap. Et à Berne aussi, le radial de transit sud. Si je reprends chacun de ces points, on avait donc la carte à gauche, la carte 2020. Vous voyez qu'elle couvrait, si on regarde l'extrait de la carte, relativement peu en dehors de la CTR et des TMA de Genève. Et maintenant, si vous regardez sur la partie droite du slide, on voit que les cartes ont été largement agrandies et qu'elles se recoupent maintenant. Donc, si on prend la carte de Genève et la carte de la zone de Zurich, on a la chance de pouvoir traverser tout le plateau avec une carte aux 250 000 qui contient donc beaucoup plus de détails que la carte OACI officielle qui est aux 500 000. Si je reprends individuellement la carte de Genève, voilà l'ancienne carte. Sur la droite, vous voyez qu'il y avait deux colonnes de description et de précision de la carte. Sur la nouvelle, ces légendes ont été enlevées et elles sont de toute façon retrouvables ailleurs dans l'AIP. Et grâce à ça, on a gagné énormément de couverture de la zone de Genève. Vous voyez qu'on a toute la zone de Sion, y compris les 3 TMA d'approche à l'est. Et si on va un petit peu plus haut, ça couvre jusqu'à Interlaken. Et comme déjà dit, si on reprend le haut à droite de la carte, on est à la limite de celle de Zurich. Donc, très pratique avec nettement plus d'informations que la carte officielle aux 500 000. Au dos de la carte ICAO, vous avez la description de l'utilisation du transpondeur. Cette description n'était pas correspondante à la législation jusqu'à maintenant. Il y avait des petites différences et cette description d'utilisation du transpondeur a été maintenant mise à jour et correspond à l'ORA, respectivement à la législation en cours. On passe maintenant à la LSR 15 à l'ouest d'Emmen pour les drones ADS 15. Cette zone a été mise en place par l'armée pour faire les essais des drones ADS 15. Et malgré le fait que les drones ne sont pas encore actifs en Suisse, le colonel de Goumoin vous expliquera pourquoi on aura déjà besoin de cette zone avant même l'arrivée des drones effectifs en Suisse. Donc, cette zone-là, elle n'est pas très judicieuse dans sa place. L'aéroclub de Suisse avait proposé d'utiliser, par exemple, la LSD 4 sur le lac de Neuchâtel ou ailleurs, car là, on est en plein passage, par exemple, pour les vols de Bierfeld sur les Alpes, etc. Donc, on s'aperçoit que ça bouffe beaucoup d'espace aérien pour le passage, mais le colonel de Goumoin vous expliquera pourquoi ce n'était pas possible.
d'aller beaucoup plus loin avec cette zone. En compensation, on a gagné l'ancienne zone qui était faite, donc la LSR 31, qui était utilisée par les drones 95, les anciens drones qui sont donc maintenant retirés du service. Et cette zone-là a été donc désactivée. Donc, on a perdu quelque chose à l'ouest d'Emmen, mais on a gagné quelque chose à l'est d'Emmen. Longren, comme on vous l'a déjà expliqué, on a donc la zone pour les vols de mini-drones. Cette zone de Longren existait déjà auparavant pour des tirs de mortier et autres, et elle a été légèrement modifiée. La limite sud de la zone a été légèrement agrandie, ceci pour permettre les zones de décollage et d'atterrissage de ces mini-drones qui soient aussi dans la zone. Là aussi, le colonel de Goumois vous donnera plus d'informations et peut-être à la fin de sa présentation, je vous donnerai quelques légères précisions supplémentaires à ce sujet. Pour la zone de Hintenrhein, à peu près les mêmes remarques. Celle-ci va du sol jusqu'à 9500 pieds et assez petite dans sa surface, on va dire. Ça ne devrait pas trop poser de problème pour les vols VFR dans les Alpes. La zone de Bière, donc c'est la même zone géométriquement qui était déjà connue avant pour les tirs de busier lourd ou d'autres tirs. Et maintenant, vous pouvez constater qu'il y a une LSD 19 ou une LSD 19A qui va du sol jusqu'à 6600 mètres. Ça, c'était celle qui était bien connue jusqu'à présent pour ces tirs balistiques de but. Et maintenant, vous avez cette LSR 86 marquée en bas à gauche sur la nouvelle carte qui va, elle, du sol jusqu'à 5500 pieds. Effectivement, pour ces vols de drone, on n'a pas besoin de monter aussi haut et donc on a créé cette zone un petit peu plus basse. Par contre, je vous rends attentif que pour la zone normale, c'est une LSD, donc une zone dangereuse, alors que la LSR 86 est une zone restreinte. Donc, on n'a pas le droit d'y pénétrer. Les autres changements, le NDB de Berne, comme vous pouvez le constater sur la nouvelle carte ICAO, la partie de droite, le NDB n'existe plus, il a été retiré. Le VOR de Trasadingen, si vous regardez la partie de gauche, 2020, on voit le symbole VOR et DME, donc le carré avec l'hexagone à l'intérieur, et voyez le grand cercle avec les radiales tout autour. Maintenant, le VOR a été désactivé, il n'y a plus qu'un DME, donc plus le grand cercle et plus l'hexagone à l'intérieur du carré, il n'y a plus que le DME qui est actif. Mollis. Mollis était avant un aérodrome purement militaire avec son call sign LSMF. Et aussi, si vous regardez le symbole sur la partie ancienne, 2020, vous voyez qu'il y a un double cercle avec la piste qui traverse et donc qui précisait que c'est un aérodrome militaire. Maintenant, l'activité militaire de Mollis est inexistante. Mollis a été transformé en un aérodrome purement civil. Vous voyez, le call sign est maintenant Lima Sierra Zulu Mike, donc un call sign civil. Et le symbole en fonction a aussi été changé. Il n'y a plus le double cercle. Et donc, Mollis est devenu un aérodrome purement civil. Comme je l'ai déjà précisé avant, la zone de l'Alpha 1 a été retirée, donc aussi de la carte ICAO. Je ne vais pas aller plus dans les détails vu que j'avais déjà parlé largement pour la carte vol à voile. Au niveau de la TMA 3 de Bâle, même remarque qu'avant, pour cette différence d'altitude insuffisante sur le relief, ça c'est donc l'ancienne présentation avec cette zone au beau milieu de la carte limitée à 3000 pieds. Et si maintenant je prends la nouvelle, vous voyez que c'est 3000 pieds ou 1000 mètres en dessus, 1000 pieds pardon, en dessus du sol. Je reswitch l'ancienne présentation et la nouvelle. Au niveau de la CTR de Bâle, il s'est glissé très discrètement un nouveau petit triangle que vous voyez sur la présentation 2020 en bas à droite. C'est une augmentation de la CTR de Bâle
qui ne devrait pas gêner trop de monde, mais enfin quand même, on a grignoté un petit bout de l'espace aérien pour l'aviation générale. Pour la frontière de Balinfo, nous avions l'ancienne frontière, donc sur la partie gauche de la carte. Vous voyez que ça suivait les frontières du pays, les frontières nationales. Et maintenant, on a agrandi au sud et à l'est, principalement cette zone de Balinfo. Et donc, en fonction, on a réduit la zone de Zurich Information. Si on le prend sur la carte OACI, voilà ce que ça donne. Donc, avant, on était à la frontière suisse, donc le trait hachuré vert sur la carte de gauche. Et maintenant, on voit qu'on a gagné un grand bout pour la zone de Bâle-Information. Donc, tous les transits qui maintenant se font au-dessus du Jura, au sud de Bâle, doivent se faire avec Bâle-Information. Les éplatures, ça c'est presque un gag, on va dire. Je ne sais pas s'il y a une nouvelle mesure GPS ou je ne sais pas comment, mais on peut constater que les éplatures ont gagné 2 pieds d'altitude. On est passé de 3366 pieds à 3368 pieds. C'est presque anecdotique, mais c'est un des changements effectifs de la carte de cette année. De nouveau, le même remarque qu'avant pour le VOR de Trasadingen, donc avec les mêmes changements. Et puis, vous avez en haut à gauche cette zone de Memmingen, donc la zone TMZ, Transponder Mandatory Zone, donc une zone obligatoire d'avoir un transpondeur. Et on doit afficher ce code 4404 et en même temps surveiller la fréquence ou écouter la fréquence 129.45. Et cette zone a été agrandie maintenant. Je vous montre la nouvelle zone. Vous voyez cette zone largement agrandie vers le sud. On passe maintenant un petit peu plus dans une zone francophone, la zone de Chambéry. Vous voyez que l'altitude anciennement était limitée à 3400 pieds et qu'elle a été elle aussi modifiée en 3400 pieds ou 1000 pieds sol pour les mêmes raisons que celle donnée pour la zone TMA 3 de Bâle. En plus, la petite zone vers la flèche rouge a été modifiée. Si je vous montre la nouvelle zone, on voit qu'elle a été diminuée. Une partie de la zone à l'est a été supprimée. Je vous remets l'ancienne et la nouvelle. Donc là, on a gagné un petit peu d'espace aérien pour l'aviation générale. Annecy, même remarque. De nouveau, on avait anciennement une zone limitée à 3500 pieds. Elle est passée maintenant à 4000 pieds. Italie, on a environ 6 fréquences qui ont changé en Italie. L'Italie a aussi fait maintenant le passage au 8,33 MHz, aux nouvelles fréquences radio. Et en fonction, vous pouvez comparer avant, par exemple, la première, à Brianza, on était à 123.500, on est maintenant à 123.505. Donc, des modifications très similaires à ce qui a été fait en Suisse lors du passage au 8,33 MHz. Genève, route de transit sud, c'est donc ce trait qui passe en gros du milieu en bas à la pointe en haut à droite de la carte. Si je la prends un petit peu plus en détail, on est passé avant de 221 degrés, respectivement dans l'autre sens 0,41, à 220, respectivement 0,40. Ce changement a lieu parce que le nord magnétique continuait à se promener. Et là, on était pile dans les limites pour devoir changer d'1 degré le cap de cette route avec le changement de place du nord magnétique. Même remarque pour la zone de transit à Berne, la zone transit sud. Avant, on avait un cap de 228, respectivement 0,47. Et maintenant, on est au 0,46, respectivement 227 degrés pour exactement la même raison de mouvement du nord magnétique. Voilà pour les changements sur les cartes. Je vais vous parler maintenant des projets espace aérien en cours.
Un des projets principaux actuellement, c'est le projet Avistrat. Il a été relativement décrit dans les détails sur l'Aéro-Revue et je pense que vous en avez tous déjà un tout petit peu entendu parler. On va parler aussi du redesign de l'espace aérien de Zurich, de la Transponder Mandatory Zone au nord-est de la Suisse et de l'espace aérien de Sion, tout comme l'arrivée de Berne par le sud. Avistrat, comme son nom l'indique, c'est une stratégie pour l'aviation avec comme but une vision pour 2035. Donc, on a divers groupes de travail qui ont été fondés avec comme but de créer un espace aérien en 2035 utilisable pour tous au mieux et puis aussi un petit peu peut-être simplifié par rapport à ce qui est fait maintenant. Et on espère qu'on arrivera à une bonne amélioration de l'espace aérien en Suisse. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de gens qui sont dans ce projet Avistrat. Il y a différents groupes de travail. Il y a eu environ 5 groupes de travail initialement. Et puis ensuite, maintenant, on a un groupe, on va dire directeur, d'environ 24 personnes qui suivent ce plan que je vous montre maintenant. Donc, si vous reprenez à la date actuelle, on est environ au printemps. On a fini cette première partie rouge des travaux préparatoires avec ces 5 groupes de travail. On a sorti les lignes principales. Ensuite, on a développé les projets plus concrets avec les premières propositions. On arrive maintenant à une phase de consolidation, la phase verte, où on va vraiment définir les projets qui vont être retenus et les lignes directrices. Et à la fin, le projet devrait se terminer dans le troisième quart de l'année, donc quelque part vers novembre 2021, où le projet devrait pouvoir publier les résultats de tout ce qui a été fait pendant ces propositions. Donc, c'est un énorme projet qui est fait sous l'égide de l'EFAC, qui inclut les représentants de l'armée, de Skyguide, de l'aviation générale, de l'aviation de business, etc. Donc, tout le monde travaille dans ce projet et il a souligné que la bonne volonté des gens est assez extraordinaire, que les gens n'essayent pas de tirer la couverture à eux pour essayer, pour leur domaine, d'obtenir des avantages, mais que tout le monde tire une couverture générale vers l'avant en essayant de faire vraiment de manière positive avancer la chose. Redesign de l'espace aérien contrôlé de Zurich. Alors ça, c'est un autre projet qui est en cours. C'est un projet qui a démarré il y a bien des années déjà. On a commencé ça en 2012. Il y avait une étude interne faite à l'EFAC et ils sont arrivés à la conclusion qu'on ne pouvait pas vraiment simplifier cet espace aérien à Zurich. Ensuite, il y a eu une étude en 2014 où il a été fait une étude de faisabilité qui a démontré en gros que le jeu n'en valait pas la chandelle et que malgré tout ce qu'on pourrait faire, la sécurité n'en serait pas forcément améliorée. Suite à cette étude de faisabilité, la compagnie aérienne suisse, l'aéroport de Zurich et le DTEC ont réclamé une nouvelle étude. Ils n'ont pas voulu se satisfaire de cette conclusion et ils nous ont présenté différentes variantes. La variante 1, qui a été la première présentée, était totalement catastrophique pour nous avec l'abaissement de pratiquement toutes les zones de TMA. Et vous ne devez pas oublier qu'il y a beaucoup d'aérodromes dans cette région qui auraient été pratiquement groundés. Donc, ce n'était pas possible de continuer sur cette variante 1. L'Aéroclub de Suisse s'est battu avec succès contre cette variante. Et en mars 2020, donc l'année passée, une variante 2 a été présentée. Elle était un petit peu mieux, mais toujours inacceptable pour l'aviation générale. Donc, on a remis le métier, le travail sur le métier, et puis on a collaboré avec toutes les instances de l'aviation générale. Il y a eu 4 groupes de travail
qui ont été organisées avec toutes les instances, tous les aérodromes concernés, et tout le monde a pu faire connaître ces demandes. Donc, le FAC a pu prendre connaissance de toutes ces demandes et protocoler. Là, on est donc à la veille de la présentation de la variante 3, la version 3. Cette présentation devrait être faite le 30 avril, donc dans une semaine, et on est tous en train de retenir notre souffle pour savoir si cette variante pourrait être acceptable, respectivement bien meilleure que la variante 2. Jusqu'à présent, il n'y a aucune information qui a pu filtrer, mais on a tous l'espoir que le FAC et Skyguide a tenu compte de tous les éléments donnés et on devrait arriver à une solution acceptable. Il y aura probablement un communiqué officiel juste après le 30 avril. Donc, pour tous ceux qui seront intéressés, je vous recommande de suivre la situation et de suivre ce communiqué. Point de vue de l'AICS, c'est qu'avec la situation actuelle, la pandémie, la réduction du trafic, qui est énorme, hein, on a environ 40% du trafic d'avant. Actuellement, on est environ avec 60% de réduction du trafic. Et l'Aéroclub de Suisse pense que tout ce projet devrait être mis en veilleuse pour le moment jusqu'à ce qu'on revienne vraiment au niveau d'avant 2019, au niveau du trafic. Donc, il peut se passer encore pas mal d'eau sous les ponts avant qu'on en arrive là. Et puis, à ce moment-là, on aura aussi les résultats d'Avistrat qui devraient être utilisables. Et donc, ça serait bien qu'on utilise les résultats de tout ce projet pour faire cette nouvelle zone pour toute la région de Zurich. Du moment où on a lancé un tel projet d'Avistrat, ça serait un petit peu bête de ne pas utiliser les conclusions de tout ce projet pour finalement faire le design de la zone de Zurich. En ce qui concerne la TMZ, au nord-est de la Suisse, il y a eu dans cette région pas mal de presque collisions ou de rapprochements dangereux. Le trafic est assez dense entre Saint-Gall, Altenrhein, Friedrichshafen et Zurich. Et il y a eu bien des presque collisions ou des croisements dangereux. Et il a été fait à la suite de tous ces croisements, les autorités ont proposé de faire pour toute la zone à l'est de Zurich et au nord de la zone de séparation Plateau-Alpes, de faire une TMZ. Il a été fait plusieurs séminaires de sécurité sur la demande de l'Aéroclub de Suisse avec une forte participation de la Fédération suisse de vol à voile. Et suite à ces réactions et demandes, la proposition a été faite pour une TMZ réduite, que je vous montre maintenant. Je vous remonte l'ancienne, donc qui couvrait vraiment toute la zone à l'est de Zurich, et la nouvelle qui est passablement réduite. La façon de penser de l'Aéroclub de Suisse est qu'en faisant cette zone, cette TMZ, on va avoir un gain de sécurité assez marginal. Depuis 2008, tous les avions à moteur, à quelques exceptions près, et tous les hélicoptères sont équipés de transpondeurs. Tous les planeurs de la région, là aussi, à quelques exceptions près, sont équipés de transpondeurs. Et donc, de fait, pratiquement tous les trafics qui sont sur cette zone sont déjà équipés. Et de créer une TMZ ici n'améliorerait pas franchement la situation. C'est pour ça que l'Aéroclub de Suisse est un peu contre cette TMZ qui n'offrirait aucun ou pratiquement aucun gain au niveau de la sécurité. Donc, transpondeur obligatoire dans cette zone pour tous les aéronefs n'est pas réalisable. Il y a des catégories d'aéronefs comme les anciens aéronefs de collection et autres. Ce n'est pas forcément possible de mettre un transpondeur. Comme je vous ai dit, l'Aéroclub de Suisse a fait une prise de position claire et nette. Et si vous prenez la dernière ligne de la proposition de l'AICS, nous, c'est ce qu'on a proposé, de faire un listening squawk. Donc, vous mettez un code transpondeur, vous vous mettez sur une fréquence pour pouvoir écouter. Et nous pensons que dans cette mesure-là, maintenant pratiquement tout le monde a des doubles radios,
que ce soit sur les avions et sur les hélicoptères et sur les planeurs, il serait possible d'écouter cette deuxième fréquence et ça pourrait bien améliorer la situation sans forcément faire cet immense TMZ qui ne sert pas à grand-chose à notre avis. Voilà, le projet devait être disponible pour février 21 avec une variante. La mise en œuvre a été repoussée à mars 2022 parce qu'il y a encore quelques aéronefs qui n'ont pas de transpondeur installé et il est fortement recommandé d'installer des transpondeurs pour les propriétaires d'aéronefs pas équipés. On vous recommande fortement de le faire tant que le financement via les impôts sur les huiles minérales du BV 87 sont à disposition. Actuellement, ces subventions par les huiles minérales sont prévues jusqu'en novembre de cette année. L'Aéroclub de Suisse est en train de se battre pour prolonger cette période, mais il n'y a rien qui est garanti. Donc, si vous prévoyez d'aller voler dans ces zones à l'est ou que vous pensez avoir besoin d'un transpondeur à l'avenir, faites les demandes rapidement parce qu'il n'est pas impossible que ces subventions soient coupées. Redesign de l'espace aérien de Sion. Voici une carte de ce qui est actuellement proposé. Donc, vous voyez que la CTR actuelle de Grange, qui monte officiellement actuellement jusqu'au niveau 195, a été fortement réduite, que ce soit dans sa largeur ou dans la hauteur. Hein. La nouvelle zone proposée montrait que jusqu'à 6500 pieds. Et on a fait des zones d'approche, que ce soit à l'est, en réduisant les zones des TMA actuelles, et une proposition de zones à l'ouest, qui sont, elles, toutes aussi les plus petites possibles, que ce soit en plan ou en profil. Voilà ce que ça donnerait pour faire ces approches avec ces zones vers l'est et vers l'ouest. Comme vous voyez, elles ont été vraiment réduites de manière à ce que la trajectoire moyenne passe vraiment dans ces tout petits coins entre chaque zone de TMA et que le trafic non IFR puisse vraiment longer la CTR dans la vallée sans avoir de problème. Comme actuellement, si vous passez au nord de la CTR de Sion, que vous passez la crête des Hauts-de-Crie, il faut être en dessus de 2200 mètres pour pouvoir passer en dehors de la CTR. Et maintenant, avec cette proposition de CTR beaucoup plus étroite, vous voyez que des deux côtés, au nord et au sud, on aurait vraiment la possibilité de passer sans contact radio à toutes les altitudes jusque pratiquement dans la plaine valaisanne. Arrivé à Berne par le sud, ça a aussi été une immense histoire. Au début, il avait été proposé une approche par l'ouest plus une approche par l'est, où finalement, on avait pratiquement la surface de la CTR de Chicago pour les approches sur Berne. Actuellement, sur la partie gauche, vous avez la carte qui est proposée par les autorités. Vous voyez que la TMA descend pratiquement jusqu'au lac de Thun et donc une énorme surface. Sur la droite, vous avez la proposition soutenue et faite par l'Aéroclub de Suisse où on essaye de limiter énormément l'impact vers le sud. Vous voyez que la zone va de loin pas jusqu'au lac de Thun et que pour le trafic actuellement, il y a un trafic par jour qui fait une approche depuis l'ouest, donc depuis ce point Telno que vous voyez sur la carte. Et pour ce trafic-là, on a proposé qu'il n'y ait pas d'approche ouest, mais qui passe vertical Berne pour aller rejoindre l'approche est et que cette approche soit définie la plus courte possible, selon les normes bien entendu, mais qu'on ait une possibilité de passage entre le Niederhorn et la région de Thun et le plateau en direction de la région du Nap et vice-versa. Voilà pour cette zone. Donc là aussi, rien de fait actuellement. Il pourrait se passer beaucoup de temps jusqu'à ce que ça devienne vraiment effectif. Au niveau des licences suisses, je ne sais pas qui d'entre vous a été informé. Il y a depuis maintenant quelques semaines, mois, un nouveau règlement qui remplace l'ancien RPN. L'EASA couvre un certain nombre de licences, mais pas pour les aéronefs qui sont dans l'annexe 1. Donc, pour ces aéronefs Ecolight, Ultralight,
construction amateur, avions expérimentaux, etc., avions historiques, on n'avait pas de licence au niveau EASA et on était donc resté jusqu'à présent sur le RPN. Maintenant, ces licences ont été modifiées et on a fait une ordonnance exprès pour ces aéronefs. Je vous encourage d'aller sur le site de l'EFAC pour prendre connaissance. Pour information, si vous avez une licence PP ou une licence vol à voile SPL, vous pouvez demander une équivalence de cette licence version nationale pour ULM en fonction de votre expérience de vol. Pour certains domaines, l'OFAC exige une expérience effective sur ULM ou sur Ecolite avant de donner l'extension. Par exemple, la voltige. Vous ne pourrez pas obtenir la voltige sur la licence ULM gratuitement. Il faudra vraiment en faire sur un ULM avant de l'obtenir. Je vous encourage tous, au nom de la Société des microflyers, de demander ces licences si vous avez une PP ou une SPL. Vous trouvez le formulaire adéquat sur le site de l'EFAC. Une autre demande de vous transférer quelques informations de l'EFAC, c'est à propos du logbook électronique qui est donc aussi accessible via le site de l'EFAC. Donc, vous pouvez enregistrer tous vos vols, tous vos checks. Les instructeurs peuvent attester directement les checks sur ce carnet de vol électronique. Et bien évidemment, l'immense avantage, c'est le jour où vous voulez renouveler votre licence, eh bien, le FAC est déjà au courant de toute votre activité de vol, des checks que vous avez faits, et vous n'avez plus besoin de fournir d'extraits de votre carnet de vol ou des copies de vos carnets de vol pour obtenir ces prolongations de licence ou autres. Je passe maintenant à la partie proposée par SkyGuide. SkyGuide nous demande de vous parler de ce SFO Tool, donc Special Flight Office. C'est un outil numérique de planification des vols et d'approbation d'utilisation d'espace aérien. C'est principalement pensé pour les pilotes de drone ou des vols exceptionnels comme des vols de mensuration, soit en parachute, photographie aérienne, etc. L'avantage de ce système, c'est que le traitement est facilité, plus efficace que les demandes de vol dans l'espace aérien comme auparavant. L'accès à cette demande est sécurisé et l'accès est sécurité aussi pour l'espace aérien, contrôlé pour les utilisateurs. Vous trouvez des informations sous le site www.swissuspace.ch et vous pouvez aussi consulter notre aérorevue 4-2021 à la page 11 à propos de cette utilisation. Cette application est facile à utiliser. Les demandes en ligne sont contrôlées pour l'espace aérien. SkyGuide peut les traiter d'un seul clic ou en plusieurs étapes et puis délivrer des exemptions numériques. Donc, je vous recommande, c'est un site simple d'emploi, beaucoup plus cordial et simple à faire que par le passé. Voilà le site, l'application, vous pouvez rentrer sur cette page et un exemple qui nous est donné, vous voyez cette espèce hexagone, pardon, en brun. C'est une demande qui est faite par un pilote de drone pour faire ce parcours signalé en brun. Donc, il donne les coordonnées, il décrit le parcours qu'il veut faire et ensuite, il obtient relativement facilement et de manière simple l'autorisation d'effectuer ce vol. Je viens à une partie supplémentaire, les violations de l'espace aérien en 2020. Eh bien, comme chaque année, bien évidemment, les gars, on n'a pas été si bons que ce qu'on pensait et on a fait quelques violations de l'espace aérien. Si on reprend la zone de Zurich et d'Ubendorf, voilà les violations de 2020. Donc, on voit qu'il y en a quand même bien quelques-unes. En rouge, c'est bien évidemment les violations dangereuses. Où il y avait d'autres trafics de lignes ou autres et des croisements dangereux. Donc, vous voyez, ce n'est pas négligeable le nombre de violations qu'il y a eu l'année passée, rien que dans cette zone. Globalement, pour toute la Suisse, on a eu pour l'année passée, vous voyez tout à droite, 228 violations d'espace aérien. C'est beaucoup moins qu'en 2019, d'accord, mais on a quand même eu aussi le COVID et puis quelques mois de restrictions de vol et ça reste beaucoup trop. Hein. Donc, je vous recommande vraiment respecter les distances de sécurité, respecter les espaces aériens et je vais passer au conseil que Chris Nica veut vous donner pour l'année prochaine.
respecter les distances de sécurité dans l'espace aérien contrôlé et garder un petit peu de marge à l'extérieur de ces espaces. Nous, on vous recommande de garder 300 pieds ou 100 mètres verticalement. Finalement, si la zone est à 1700 mètres, que vous montiez à 1600 ou 1650 ou 1670, ça ne va pas faire une grosse différence. Gardez 100 mètres, gardez 300 pieds de marge de manœuvre verticale et horizontalement, notre recommandation, c'est environ 1 nautical miles, donc 1,5 km à 2 km de réserve par rapport aux zones contrôlées. Finalement, ce n'est pas un si grand effort avec tous les systèmes de navigation modernes que nous avons. Il est assez facile de garder ces réserves de distance. Voilà, j'en arrive à la fin de cette présentation pour la partie, on va dire, civile, la partie discutée par l'Aéroclub de Suisse. Comme vous l'a expliqué Jean-Michel, je vais reprendre depuis en gros la fin de cette année la responsabilité du domaine espace aérien au niveau de l'Aéroclub de Suisse, que ce soit au niveau du secrétariat central ou du comité central de l'AICS, où j'ai rejoint Jean-Michel Zellweger. On a donc maintenant, avec François Krull de Lausanne et Jean-Claude Ribaud de la Swiss Microflyer Association, on a 4 romans au niveau de l'Aéroclub de Suisse, du comité central. Et je pense qu'on est quand même très bien représenté. Et le manque de visibilité que l'Aéroclub avait en Suisse romande jusqu'à présent devait être maintenant compensé. Jean-Michel et moi, on va beaucoup s'engager pour que les choses soient visibles, tout ce que fait l'Aéroclub de Suisse. Comme exemple, je prends le travail gigantesque qu'a fait Chris Nika pendant toutes ces années pour défendre vos intérêts. Je le remercie infiniment au nom de toute la Suisse romande et de toute la Suisse en général pour tout le travail qu'il a fait. Et même si ça ne se voyait pas, je vous assure qu'il a passé des heures et des heures. Donc, un grand merci, Chris, pour tout le travail que tu as fait pour nous. Est-ce que vous avez des questions? Si ce n'est pas le cas, je passe la parole au colonel EMG de Goumoin. Drago, à toi. On fait une petite pause. On fait une pause de 5. Voilà, je pense qu'on peut reprendre. On m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Oui, on t'entend. Oui, très bien. Je pense qu'on va pouvoir reprendre. J'espère que vous avez pu faire votre petite pause biologique, comme on dit. Et je voulais encore remercier Gabi pour son excellente présentation. Je veux dire que c'était vraiment extrêmement bienvenu, intéressant, plein d'informations pertinentes. Merci encore. Et puis, sans plus attendre, je passe directement la parole au colonel Pierre de Goumoin, qui va faire son intervention comme chef du MA. Voilà, colonel de Goumoin, la parole est à vous. Merci beaucoup. J'essaie de prendre le contrôle de la présentation, mais ça n'a pas l'air de fonctionner. Bon, on verra. Bonjour à tous. Comme Nicoli a été déjà salué auparavant, je profite de saluer quelqu'un d'autre parmi l'Assemblée, les 100 participants évidemment tous, mais surtout un qui a fait les cours IAP avec moi il y a bien longtemps, Rodrigue Neri. Ça me fait plaisir de voir que tu suis cette présentation. Alors maintenant, Marc, il faudra que tu avances les slides parce que j'arrive plus à reprendre le contact. Ça marchait avant, puis maintenant ça marchait plus. Ah, voilà, j'ai de nouveau la possibilité. Nickel. Voici l'agenda qu'on va suivre. Comme l'a déjà évoqué Gabi, on va d'abord parler de l'ADS 15 et la LSR 15 à Nantes. Ensuite, on va s'intéresser un petit peu au Low Flight Network. Et puis, à la fin, aux différentes zones qu'on trouve sur le DAPS ou qu'on n'y trouve pas et à la signification que ça a pour vous comme pilote privé. En tout premier, l'ADS 15 et la LSR 15 qui est liée. Comme l'a très bien dit Gabi, la LSR 15 n'est pas idéalement placée au niveau géographique pour vous. En revanche, on n'a pas vraiment eu beaucoup de choix quant à l'implémentation de cette zone parce qu'il y a passablement de contraintes liées au testing de cette nouvelle drone dont on va un peu discuter ultérieurement. Mais ce que vous devez savoir et qui est très important, c'est que la zone LSR 15 sera gérée par SkyGuide. C'est-à-dire que moyennant un contact radio, vous avez la possibilité, dans la mesure du possible, de traverser la zone. Ça ne peut pas être garanti dans tous les cas, mais c'est possible s'il n'y a pas un test particulier qui empêche vraiment
de traverser la zone. Même en cas d'activité, il y a possibilité de la traverser moyennant contact radio. Ensuite, elle est activée en général que pendant les heures de fonctionnement de l'aérodrome d'Emmen, ce qui veut dire que par défaut, il y a une certaine déconfliction par rapport aux intérêts de vol de l'aviation civile de loisirs. Ensuite, elle sera activée maximum 45 jours par année dans la phase de développement du système Detect and Avoid, qui est la première phase. Puis, elle sera activée au maximum 125 jours par année dans la phase opérationnelle de l'ADS-15 ultérieurement. Hein. Et puis, comme il a très bien dit Gabi avant, il y a un échange, c'est-à-dire qu'en activant cette zone-là, on a désactivé la zone LSR 31, ce qui fait qu'en principe, on a une sorte d'équilibre dans un sens et dans l'autre. Le Detect and Avoid, c'est un système très complexe qui va nous être nécessaire pour atteindre le but très ambitieux que l'armée s'est fixé d'intégrer comme leader mondial un drone de taille moyenne, c'est-à-dire quand même plus grand qu'un avion de tourisme standard, dans tous les espaces aériens suisses et sans aucune restriction de jour comme de nuit et de façon non accompagnée. C'est un but extrêmement ambitieux parce que ça n'a encore jamais été fait dans le monde. Actuellement, ce genre de drones sont soit employés dans des zones totalement libérées d'autres trafics, soit dans des transits éventuellement sous forme de trafic IFR, mais en aucun cas jusqu'à présent, un drone de cette envergure ne peut être employé dans un environnement tel que des espaces aériens Golfe ou ECO. Et c'est le but qu'on veut avoir en Suisse. Et pour l'atteindre, ce but, il faut absolument intégrer d'une part une gestion du trafic coopératif, c'est-à-dire le trafic qui est annoncé au travers de son transpondeur ADSP, TICAS, FLARM ou je ne sais quoi, mais aussi être capable de détecter, catégoriser, gérer et éviter le trafic non coopératif, c'est-à-dire soit un avion qui n'a pas ces systèmes, dont le système est en panne, ou peut-être même des oiseaux ou je ne sais quoi d'autre. Et ça, c'est pas facile à faire, ça nécessite beaucoup de testing qui va être fait dans cette zone de LSR 15. Le testing va être fait au moyen du DA42 que vous voyez sur cette photo. Ce qui explique aussi pourquoi la zone va être activée alors que la DS15 n'est pas encore en Suisse. Vous avez tous suivi dans les médias les problèmes liés à l'accident d'un des drones qui nous étaient destinés l'année passée en Israël. Les drones ne sont pas actuellement en Suisse. En revanche, la zone sera déjà activée parce qu'on vole et on va continuer l'implémentation et le testing du système Detect and Avoid grâce à cette plateforme qui est une plateforme qu'on appelle Optionally Piloted, c'est-à-dire qu'on peut avoir un pilote aux commandes, on peut avoir la machine qui est totalement télécommandée ou qui est télécommandée avec un pilote de sécurité à bord. Et puis, à l'intérieur, les senseurs qu'on intègre sont ceux qui servent au développement et pour finir, qui seront les senseurs qu'on aura à bord de la DS15. La raison pour laquelle la zone doit absolument être à proximité immédiate de l'aéroport d'Emmen, c'est que tous les tests se font depuis au départ d'Emmen, qui sera la base principale d'engagement de la DS15. Et pour pouvoir faire du testing, on a besoin d'avoir une liaison visuelle avec l'objet volant depuis les radars de pilotage et de surveillance au sol, et tous ces radars sont situés sur l'aéroport d'Emmen. Si on avait voulu choisir la zone LSR 4, donc sur le lac de Neuchâtel, qui à prime abord paraissait plus adaptée au niveau du dégagement au sol en cas de problème et tout, il aurait fallu faire décoller le drone depuis Emmen, l'accompagner avec un avion jusque dans la zone de tests, faire les tests. L'avion, je ne sais pas ce qu'il fait, est-ce qu'il va poser à un autre endroit, redécoller, la reprendre et puis la ramener à Emmen, ce qui serait extrêmement fastidieux et pas du tout favorable. Je vois qu'il y a une main levée. Alors, voilà, il y avait une question. Oui. Une question urgente. Monsieur Benet, Yann Benet, à la main levée.
peut-être un petit souci de micro, parce que je vois que son micro est muté s'il parle. Sinon, on reviendra à la question ultérieurement si c'est toujours d'actualité, si je n'ai pas répondu entre deux. Afin d'illustrer aussi la complexité des vols, afin de certifier un système tel que le Detect and Avoid, il faut des setups qui sont complètement normés avec un nombre différent à chaque fois d'avions. Dans le cadre de l'exemple que je vous montre là, il y a 4 cibles avec des chemins convergents par rapport à l'avion testé. Et vous pouvez vous imaginer qu'il faut des éléments cliniques pour pouvoir certifier la capacité du système à gérer, à prioriser les différents buts. Et si on rajoute un élément perturbateur tel qu'un avion en transit dans ce genre de test-là, évidemment, tout le test est mis en péril. C'est pour ça que, comme je vous ai dit, oui, la zone sera gérée, mais on ne peut pas s'attendre à avoir 100% des requêtes de traversée qui soient autorisées. Ensuite, juste quelques mots concernant les mini-drones de l'armée. On en a parlé tout à l'heure. C'est ceux qui ont donné ces nouvelles LSR sur des zones de tir telles que Longrin ou Bière qu'on a entendu avant. 4 avions différents. L'orbiteur 2B qui est en haut à gauche, c'est un avion. Il fait jusqu'à 10 kg, enfin à peu près 10 kg, 3 mètres d'envergure par 1,50 m de long. Il vole entre 30 et 50 nœuds, nécessite impérativement une zone restreinte quand il est engagé. Et il peut voler jusqu'à 2 heures et engagé within or without, beyond line of sight. C'est pour ça qu'en tout cas, celui-ci a toujours besoin d'une zone LSR pour être engagé par l'armée pour ses tests ou pour cette formation de troupe. Ensuite, on a l'Indigo 3, qui est celui qui est en dessous. C'est aussi un drone qui sera servi à l'engagement avec des caméras infrarouges et senseurs standard, vole à peu près 35 minutes, fait 2 kg, peut être engagé within line of sight, sans une zone restreinte, et puis mais avec une zone de danger, zone dangereuse, et puis en zone restreinte s'il est beyond line of sight. Ensuite, on a en bas à droite le Nanomods Black Hornet. Il s'appelle l'abeille au sein de l'armée, c'est son petit nom de code. Je ne sais pas s'il produit du miel. En tout cas, celui-ci est engagé qu'à l'intérieur des bâtiments et ne nécessite pas de zone spécifique pour être engagé. Et puis, le dernier, ce qui est un avion, enfin un drone très similaire à ceux qu'on voit dans le commerce, à peu près 350 grammes, une vingtaine de minutes de vol, sera engagé qu'avec une zone de danger par l'armée. Et puis les tâches les plus standards qui seront effectuées avec ces drones, c'est surveiller un convoi, un itinéraire, une ligne ou un point pour de la reconnaissance. Donc c'est comme ça que l'armée va se former à utiliser ce genre de système qui pour elle vraiment est un nouveau domaine. C'est pour ça qu'il y a passablement de précautions qui sont utilisées au départ en coordination avec la MAA où on les cadre pour leur concept d'opération. Voilà, maintenant on va s'intéresser un petit peu plus au LFN, Low Flight Network. Le Low Flight Network a été mis en place récemment. Aujourd'hui, vous voyez à peu près la zone de couverture et d'engagement. C'est un changement massif dans la façon d'opérer IFR. C'est essentiellement utilisé par la Rega et par les hélicoptères de l'armée. Quand je dis la Rega, en principe, c'est tous les hélicoptères qui sont de première réponse pour la santé. Il permet d'atteindre des points dans l'espace qui ne sont pas liés aux infrastructures de navigation, tels que des hôpitaux. Actuellement, comme vous le voyez sur la carte, différents hôpitaux à Berne. On a aussi le centre des paraplégiques à Notteville. Et puis, on a aussi une liaison nord-sud avec les Alpes qui peut être faite par hélicoptère qui ne pouvait pas être fait avant. C'est un grand progrès pour se déplacer dans les nuages
à beaucoup plus basse altitude que hier, on va dire aujourd'hui, mais avec un certain nombre de contraintes, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des hélicoptères à des altitudes qui volent aux instruments qu'on n'avait pas l'habitude de croiser avant. Si on regarde comment ça va évoluer, donc on a ici la carte aujourd'hui. Demain, quand on parle demain, on part d'ici à 2022, une densification du réseau vers le sud des Alpes. Et puis après, si on va encore plus loin, une deuxième densification du réseau au-delà de 2022 avec une interconnexion des réseaux complets des hôpitaux, y compris des liaisons sur l'étranger, qui va se faire. Donc vraiment un game changer. Ce qui est important, ce que vous devez savoir, et puis c'est pour vous parmi les choses les plus importantes, c'est qu'aujourd'hui, demain, grâce à ce réseau-là, il est possible de relier Saint-Gall à Genève sans monter au-dessus de 6000 pieds. On peut voler à IFR jusqu'à 4000 pieds. Et puis, ça veut dire aussi qu'on peut à tout moment, même sur le plateau, avoir un hélicoptère qui sort des nuages. Et puis pour vous, dans votre réaction, dans les mesures de préventives que vous devez envisager, c'est certainement garder de façon stricte la distance par rapport aux nuages, puisqu'à tout moment, il est possible qu'un hélicoptère en vol aux instruments sorte d'un nuage, même sur le plateau, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, gardez bien cette distance latérale par rapport au nuage. Utilisez toujours votre transpondeur parce que ça permet aux autres utilisateurs du LFN de vous repérer. Et puis, soyez encore plus prudents dans les zones définies d'approche telles que notre ville, telles que les hôpitaux, qui sont des régions où on peut s'attendre à avoir un hélicoptère qui, de façon autonome, descend pour aller poser un patient dans un de ces hôpitaux. Voici les points principaux que j'ai à vous amener sur ce point-là. Et puis maintenant, on va s'intéresser un tout petit peu aux LSR, LSD et aux autres tirs de l'armée. Vous connaissez tous le DAPS, que vous consultez bien évidemment avant vos vols en Suisse, qui est accessible via le Sky Briefing. Vous avez remarqué qu'il y a des zones de différentes catégories, les zones donc LSR et LSD. Et puis, pour qu'on se remémore ce que ça veut dire, je vous remets une fois ici les définitions des deux zones. Gabi l'a dit aussi dans sa présentation, une zone de danger comme par définition vous pouvez y pénétrer. En revanche, quand on parle de danger, c'est un danger pour l'aviation. Et puis après, on va un petit peu s'intéresser plus en détail à ce que ça veut dire qu'un danger pour l'aviation. Une zone restreinte, vous n'avez pas le droit d'y rentrer, à moins que vous y ayez été spécifiquement autorisé, comme on l'a vu par exemple pour la LSR 15, une zone restreinte, mais qui, moyennant un contact radio et une autorisation par SkyGuide, peut être traversée sous conditions. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse avec vous, c'est de se positionner dans un endroit bucolique que vous avez peut-être déjà tous reconnu. On parle du lac de Longrin, de la zone de Longrin. Et dans la zone de Longrin, on a très souvent une LSD, donc une zone de danger, que vous pouvez traverser moyennant une attention accrue. Et dans cette zone, on y fait des tirs courbes avec du mortier. Maintenant, j'ai eu beaucoup d'échanges avec la division territoriale 1 suite à des problèmes liés aux zones de tir. Et puis, ils m'ont rendu attentif sur les dangers réels et sur le niveau d'influence qu'ont les forces au sol par rapport à leurs tirs. Et pour ce faire, j'ai fait un petit calcul. Si on était en présentiel, je vous demanderais d'estimer le temps de vol d'un obus de mortier quand on le tire. Comme on peut pas faire cet échange-là, je vais vous donner la réponse. Un obus de mortier qui est tiré vole
1 minute. 1 minute. Et puis maintenant, pour se rendre compte ce que ça veut dire, 1 minute c'est un chiffre, mais pour qu'il y ait une certaine perception de ce que ça veut dire, je vais cliquer, je vais vous dire 3, 2, 1, je clique, et puis j'ai fait une petite animation. Alors c'est une certaine sinécure sur PowerPoint pour qu'on voie ce que ça veut dire 1 minute de vol d'un obus de mortier. Alors 3, 2, 1, je clique. Voilà, l'obus est devenu noir, ça veut dire qu'il commence à bouger. Alors PowerPoint ne me permet pas de faire une animation exponentielle. Donc l'animation elle est linéaire au niveau latéral, mais l'obus, vous allez voir qu'il va se déplacer selon une courbe qui paraît assez adéquate par rapport à sa trajectoire normale, y compris la rotation. Et puis pour se rendre compte de ce qui se passe, j'ai rajouté un avion en translation comme il pourrait très bien se passer dans la zone. Dès le moment où l'obus a quitté le tube, les gens au sol n'ont plus aucun moyen d'influencer sa trajectoire. Plus aucun moyen d'influencer sa trajectoire. Pendant 1 minute, il est libéré et il fait son vol courbe. Ils en tirent jusqu'à une dizaine à la fois dans leur zone de danger. Et puis, mon appel à moi, puis vous voyez qu'il n'est toujours pas posé, hein, il va disparaître au moment où il est posé, c'est de réaliser ce à quoi vous vous exposez en rentrant dans une zone dangereuse. Pourquoi je le dis? Parce que j'ai eu un cri du cœur de la division territoriale. Ils doivent interrompre de multiples fois par année leurs exercices de tir en toute urgence parce que des avions rentrent dans les zones de danger au moment où ils sont en train de tirer. Eux, ils ne peuvent plus que fermer les yeux, rentrer la tête, puis attendre de voir ce qui va se passer. Ils n'ont plus de moyens d'influence sur les obus déjà en tir. Et chaque fois qu'ils doivent interrompre le tir, ils ont pour 1 demi-heure pour recommencer leur tir. Donc, ils deviennent trop fous. Et en plus, pour les gens qui rentrent dans cette zone, rendez-vous compte du danger auquel vous vous exposez. J'aimerais que ça vous fasse, comme on dit en allemand, un Aha-Erlebnis, que vous vous rendiez compte à quel danger vous vous exposez. Donc, on a parlé des zones de danger. Maintenant, on va parler d'un autre phénomène qui est encore moins connu. Puis pour ça, on se retrouve à un autre endroit, toujours dans la même zone. Si vous reconnaissez l'arrière-plan, ça devrait vous être familier. On est toujours en Romandie. Et puis, dans cette zone, quand on ne fait pas du tir courbe, on fait d'autres tirs. Il y a un autre type de troupe qui s'entraîne, c'est les snipers. Les snipers engagent des cibles au-delà d'1 kilomètre avec des calibres 12-7, calibre 50. Hein. Et puis ici, on a typiquement la position de tir d'un sniper qui essaie de toucher une cible à 1 kilomètre et qui est en train de chercher à positionner en fonction des corrections de température et tout, son viseur pour tirer. Puis maintenant, pour vous rendre compte un petit peu la vision globale de l'affaire, on va se retirer un tout petit peu plus en arrière, puis voir qu'est-ce qu'il est en train de viser. Il est en train de viser sur cette colline, et sur la colline, et c'est une image qui a été prise par un officier de tir des forces terrestres pendant un tir. Il y a un hélicoptère qui est venu poser à quelques mètres de l'endroit où visaient les gens avec leur mitrailleuse 12-7, enfin leur fusil 12 mm 7. Et ça, c'est très, 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 très dangereux. Ce que vous devez savoir, c'est que quand on fait ce genre de tir, des tirs tendus, des tirs qui ne dépassent pas 250 mètres en courbe, il n'y a pas de publication dans le DAPS. Il n'y a pas de publication dans le DAPS parce que les zones dangereuses ne sont publiées que si les tirs dépassent 250 mètres sol. En revanche, et puis c'est pour ça que je suis là aujourd'hui pour vous en parler, il y a une carte que vous pouvez trouver. Alors, vous avez l'adresse qui est affichée là en haut, mais si vous faites avis de tir armée, vous trouverez le lien très bien via Google. Une carte interactive de toute la Suisse avec toutes les zones de tir qui sont utilisées par les forces terrestres. Il suffit, si on va se rendre dans une région, je comprends bien que ça n'intéresse pas forcément de prime abord l'aviation générale, mais plus les pilotes d'hélicoptères qui veulent atterrir dans les montagnes, ou peut-être des planeurs qui veulent faire du vol de pente le long de nos montagnes. Renseignez-vous pour savoir s'il y a des zones actives de tir. Il suffit de cliquer sur les petites zones rouges pour avoir une liste
des jours d'activité. Typiquement, pour Longrin, on voit tout par mois quels sont les jours où il y a des tirs tendus dans cette région-là. Donc, vraiment, c'est facile à trouver l'adresse. Avis de tir Confédération ou avis de tir armée dans Google, vous allez trouver le lien. Et ensuite, vous avez cette carte interactive qui vous permet de vous renseigner, de savoir s'il y a des tirs ce jour-là ou pas. J'espère, je me rends compte que ça fait quelque chose de plus à aller voir. En revanche, je pense qu'au niveau de la sécurité de tout un chacun, ça vaut la peine de perdre ces quelques secondes de plus et de se renseigner, de savoir quelles sont les zones de tir actives. À la fin, ce que vous devez prendre en résumé de ma présentation, les tests d'ADS 15 ont lieu dans la LSR 15, même si le drone n'est pas encore en Suisse, pour la certification des systèmes. Et puis, on espère qu'on va pouvoir le certifier en temps et en heure pour être la nation leader mondiale dans l'intégration d'un drone de taille moyenne dans les espaces aériens de façon non restreinte. Ça serait vraiment une belle carte à jouer pour la Suisse. Ensuite, respectez bien les règles de l'air, surtout la distance par rapport aux nuages, parce que maintenant, on a quand même des nouveaux profils qui sont volés avec le LFN au niveau IFR, y compris à des altitudes où jusque-là, on n'avait pas de vol IFR. Et puis enfin, un appel par rapport à la signification des zones de danger. Pensez-y, réfléchissez à cet obus de mortier qui vole pendant 1 minute, où personne ne peut l'influencer si vous rentrez dans une zone de danger. Une fois qu'il est sorti du tube, il est sorti du tube. Et puis, si vous avez l'intention de vous rendre à très basse altitude pour faire des exercices de posée dans les montagnes, par exemple, avec un hélicoptère ou pour du vol de pente avec des planeurs, prenez le temps de juste contrôler la carte pour voir s'il n'y a pas des zones de tir non annoncées en tir courbe, donc en dessous de 250 mètres sol, afin de vous prémunir d'un danger supplémentaire. Voilà, j'ai terminé et je réponds très volontiers à des questions si vous en avez. Manfred Kuhn, je crois. Manfred, tu peux poser ta question? Merci, oui. J'ai vu là, les tests ADS ont lieu même sans drone. Où est le danger s'il n'y a pas de drone en l'air? Alors, c'est ce que j'ai dit. Si vous voulez, ce n'est pas seulement le drone qui vole sans pilote, il y a aussi le DR-42. C'est un avion optionally piloted, c'est-à-dire qu'il peut être contrôlé depuis le sol à distance et où ils doivent faire des profils très particuliers où l'avion doit réagir tout seul, même s'il y a un pilote dedans. Et c'est un danger accru pour la navigation aérienne. C'est pour ça qu'on ne veut pas qu'il y ait des autres aéronefs dans sa proximité immédiate quand il est dans des modes non certifiés de réaction. OK, merci, compris. Merci à vous. Monsieur Martin. Martin Briner, pilote planeur à Montrichet. Ça se réfère aussi à la présentation précédente. La LSD-19 est en 2 parties, et puis on nous avait promis que la LSR ne prenait que la partie côté bière pour ne pas nous fermer l'aérodrome. Dans la présentation, c'était l'entier de la zone, donc les 2 parties qui étaient en rouge. Est-ce que c'est vrai ou c'est une erreur? Chris, je te laisse répondre peut-être. Merci, Gabi. Je ne suis pas sûr. Je dois regarder vite dans l'ordonnance. C'est exactement, c'est marqué dans cette Verfügung. Hein? Oui, d'accord. De Verfügung, on peut le voir aussi sur le site internet de l'Aéroclub. Mais je regarde un moment. Peut-être entre-temps, je peux répondre à M. Milner s'il a toujours une question. Alors, en attendant que Chris trouve la bonne réponse, j'aimerais rajouter une couche sur ce que le colonel EMG de Coumoin a dit. Donc, je vous rends quand même attentif qu'on a officiellement le droit de descendre en campagne à 150 mètres sol.
respectivement 60 mètres sol pour les planeurs à la pente et probablement encore moins pour le vol libre. Et personnellement, je n'étais pas vraiment conscient qu'il pouvait y avoir des coups de tir tendu jusqu'à 250 mètres sol, par exemple dans la zone de Longrain. J'étais assez convaincu que si le DAPS n'était pas publié, qu'on pouvait y aller franco, qu'on était tranquille, qu'il n'y avait pas de tir. Donc, j'aimerais juste insister sur le fait que s'il n'y a pas de publication sur le DAPS, il faut quand même respecter une altitude de 250 mètres sol si vous n'avez pas été vérifier les avis de tir. Voilà, c'est terminé. Monsieur Milner. Allô? On vous écoute, Monsieur Milner. Ah, c'est pas Vilner, c'est Delmenico Daniel. Alors, je vous écoute. J'ai une question concernant la LSR 86 qui va de 5500 pieds donc jusqu'au ground. Par contre, elle n'est pas délimitée comme par exemple la LSR 84 de Hongrin. Pour quelle raison? La LSR 86, c'est celle qui est aussi à Longrain par rapport à la... Parce que moi, là, je ne les ai pas toutes en tête. Hein. Non, la LSR 86, c'est celle qui est à côté de la zone de bière. Mais c'est celle que M. Nika est en train de contrôler exactement quelle est sa limite, en fait. Non, lui, il a posé la question pour la LSD19 et la LSD19A, mais moi, je vous pose la question de l'autre zone qui se trouve en direction de Genève par rapport à la zone de bière. C'est marqué la LSR 86 qui va de ground jusqu'à 5500 pieds. Mais elle n'est pas délimitée comme par exemple la LS 84 de Hongrin. Oui, alors je ne comprends pas quel est le problème que vous avez, ou peut-être j'ai la peine à visualiser votre question. Je suis désolé. Moi, j'ai la carte OACI, donc Switzerland, Liechtenstein, du 21 mars 25 mars 2021. Et je regarde la zone LSR 86, donc comme je vous ai dit, il n'y a pas de limite, je ne la vois pas, comme par exemple la Longrain qui est bien délimitée, donc si on passe en avion là, on sait où il faut éviter pour ne pas passer dans cette zone. Je comprends. Ben, si je me souviens bien, alors je n'ai pas la carte sous les yeux malheureusement, mais c'est parce qu'elle est la même que la zone standard de bière, c'est pour ça. Ah, ok. Si je me souviens bien. Ouais, alors bon, ok. C'est juste que dans les altitudes, elle est différente, jusqu'à 5500 pieds à la place de 6600 pieds. Mais dans l'étendue, Chris Nika est en train de vérifier, mais dans l'étendue, à ma connaissance aussi, c'est la même zone géographique que la LSD 19. Ok, d'accord. Bon, c'est bon à savoir. J'ai trouvé, sur mon écran, je ne sais pas si je peux laisser vous voir aussi. Maar kann ich den Bildschirm teilen? Was brauchst du, Chris? Also ich hätte die wegen Mangre, weißt du, wegen Bier. Moment. Kann ich das allen zeigen, oder wie geht das? Das ist nicht das. Bon, ça c'est aussi bon. Hein? On voit la question est répondue sur cette slide-là. Là, vous avez le LSR 86, hein? 86. Et maintenant, c'est plus petit. L'autre, il va plus l'autre côté. Donc, ça répond à la question par rapport à Montrichet qui permet de rester ouvert même si la LSR est active. Oui. Et autrement, c'est la même grandeur que le LSD 19. Hein? Oui, merci. C'était l'autre carte, c'était la carte coloriée qui mettait la zone entière.
Mais celle-là, elle est claire, oui. Ouais. D'accord, merci. Et moi, devant moi, j'ai l'ordonnance, on dit, hein, die Verfügung. Oui. Et dans la Verfügung, sur la page 43 de 46, vous avez tous les détails. J'ai devant moi, mais je ne sais pas comment je peux mon écran que vous pouvez voir. Übernimmt Steuerung, Chris. Ja, Moment. Marc, der Chris will seinen Schirm scheren. Schon passiert. Ja, aber jetzt habe ich auf einem anderen Bild, ich habe jetzt einfach auf meinem PC noch das Bild, oder? Kann ich das jetzt auch allen zeigen? Ja. Je sais pas. Chris, du müsstest Inhalte freigeben. Komm mal gerade wieder. Wo habe ich das? Bei den Pünktchen? Nein, bei mir ist es bei der Kamera und beim Mikrofon. Ein- und ausschalten. Ich habe die Kamera aktiviert. Ich kann stumm schalten. Chris, du musst das Pfeil nach oben drücken. Ja, okay. Und dann So ganz links Bildschirmübertragung. Ja. Desktop-Fenster. Du musst aber die Steuerung übernehmen. Habe ich ja. Gut. Jetzt. Und wie tue ich jetzt? Habe ich immer noch Dings. Je pense que ça va pas être un game changer. Hein, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être qu'on peut répondre? Vous m'entendez? Oui. Oui. Oui, bonjour. C'est Arnaud. J'avais une remarque en fait parce que j'ai remarqué que la majorité des pays européens ils publient leur AIP en ligne et je voulais savoir si en Suisse on pensait le faire une fois. Je pense que ça pourrait être utile pour les pilotes qui voyagent à l'étranger ou les étrangers qui veulent venir en Suisse. Merci. Chris, toi qui as mené les négociations avec Skyguide et le FAC, je ne sais pas si tu veux répondre. Je n'ai pas écouté la question. S'il vous plaît, vous pouvez répondre? Oui, il n'y a pas de problème. La majorité des pays européens ils publient leur AIP en ligne, tels que la France, par exemple, via le site SIA ou l'Autriche. Et je voulais savoir si en Suisse, on avait enfin, ce projet ou cette envie de le faire. Je pense que ça serait utile pour les pilotes suisses d'abord, puis aussi pour les pilotes étrangers qui aimeraient venir chez nous. Pour le moment, on aimerait bien faire ça, mais l'OFAC, il est vraiment contre cette idée de le faire. Et malheureusement, la question, c'est qui va payer ça. Et moi, je trouve que ce n'est pas juste. Sauf 2 pays en Europe, tous les autres pays, on peut télécharger le IP, tous les cartes d'approche, etc. Sauf la Suisse, là, on ne peut pas faire. On a essayé plusieurs fois que c'est libéré quand on le fait, parce qu'en principe, ça existe tous. Hein? Oui. Ceux qui ont l'abonnement sur Skyguide, Electronic VFR Manual, c'est ça, il faut le libérer. Chacun peut s'en payer, mais en principe, l'OFAC ne veut pas. Et jusqu'à maintenant, le VFR Guide, le petit bouquin que avant vous avez eu pour les planeurs, maintenant c'est comme PDF sur le site. Et l'OFAC, ils ont dit que cette année environ, on doit aussi payer pour cet abonnement. Mais c'est un problème spécifique l'OFAC. Oui, effectivement, je trouve que c'est un problème. Mais bon, on fait avec. Merci. Alors, je peux
quand même prendre le micro, c'est Yves Burkhardt, secrétaire général. Alors là, on discute ça depuis des années avec l'OFAC ainsi qu'avec Skyguide. Et puis finalement, c'est aussi une question de la sécurité dans l'espace aérien, de mettre à disposition ces dates et puis et tout ça. Et puis on est en train de discuter. Finalement, la question c'est qui paye ça, mais pour moi ou pour l'Aéroclub, c'est pas une question du paiement finalement, c'est une question de sécurité. Alors l'OFAC et puis Skyguide, ils parlent toujours de la sécurité dans la navigation aérienne et puis de mettre un tel système à disposition pour les pilotes, surtout les étrangers. Ça, il faut faire et puis on se bat et puis on se bat et puis je pense qu'on va arriver une fois, mais je ne peux pas vous dire quand et dans quelles circonstances. D'accord, merci beaucoup. À votre service. Ah, voilà. Marc, tu as reçu un email de moi, Yves aussi, avec ça que j'ai voulu montrer, avec un print screen. On le voit, Chris, maintenant. On le voit ton print screen. OK. Là, on voit clairement les différentes délimitations. Hein? On a le LSD 19 et le LSR 86, la même zone. Et après, plus haut, on a le LSD 19A hein, qui est séparé. Ça répond à cette question? Oui, parfait. Mais je peux prendre avec Gabi pour les changements de la carte l'année prochaine. On peut dire à Skyguide si on peut faire un peu plus clair. Hein? Ah, j'ai pris note. Ouais. Voilà, est-ce qu'il y a encore d'autres questions? On arrive gentiment au terme de notre manifestation. Levé, là. Monsieur Messier. Monsieur Messier. Oui, bonsoir. J'ai parfaitement reçu. C'était toujours la question à quoi correspond la R86 par rapport à la 19 ou bien 19 et 19 alpha. Merci beaucoup pour cette explication claire. La 86, elle prend les dimensions horizontales de la 19 et on a très bien reçu. Alors, merci pour tous les utilisateurs de Montricher. Merci. Merci aussi, plaisir. De rien. Je crois que, est-ce que Ralph Weiss avait levé la main? Non, ça ne semble pas être le cas. Voilà. Ah voilà, encore une question. Monsieur Olivier Ray. Oui, bonsoir. Moi, je vous proposerais de mettre l'avis de tir sur le site de Skyguide. Comme ça, en fait, s'il est à côté des DAPS, il est au moins visité. Il n'est pas juste, il n'est pas juste dit ce soir qu'il fallait visiter cet avis de tir, mais comme ça, on va le consulter plus rapidement. On peut proposer à Skyguide, je pense, pour mettre un lien de l'avis de tir. Oui, c'est Chris ici de nouveau. 2 jours en arrière, on a eu une petite séance de préparation et là, Drago était là avec Gabi et Jean-Michel et on a déjà pris note de ça et on va regarder ce qu'on peut faire. Moi, je pense pour beaucoup de personnes, c'était tout nouveau. On ne connaît pas cette situation et maintenant on doit trouver une solution pour comment est-ce qu'on va faire un lien pour qu'on le peut voir. Il faut voir que c'est vraiment, il n'y a pas beaucoup de pilotes qui sont touchés parce qu'on ne peut pas voler à ce niveau normalement, mais pour les hélicoptères et planeurs, les autres pilotes ne sont pas touchés, mais on cherche avec Skyguide une solution. Merci. Ouais. On a déjà pris note. D'accord, très bien, parce que ces tirs vont quand même jusqu'à 250 mètres et puis on est censé de voler jusqu'à 500 pieds, c'est-à-dire jusqu'à 150 mètres sol sur campagne. Hein. Oui. Donc on pourrait, disons, rencontrer ces tirs. Oui, tout à fait. Je reprends ce que Chris a dit. Ça a été une surprise pour un peu tout le monde quand on a préparé
ce séminaire. Et c'est nouveau pour tout le monde. Il faut qu'on trouve une solution. L'idée de mettre l'avis de tir général à la suite du DAPS en est une. On va regarder ça et je pense que pour l'année prochaine, je pourrais vous proposer une solution conviviale pour vérifier tout ça. Merci beaucoup. Voilà, encore une question. Voilà, Daniel, je ne sais pas qui. Ouais, vous m'entendez, c'est Daniel Rota qui... Est-ce que vous m'entendez? Oui. D'accord, super, parce que je viens de mettre le micro. On a beaucoup parlé des espaces aériens qui étaient dans notre pays. Je pose juste une question. Est-ce que vous avez connaissance d'un changement majeur qui serait juste à la limite de la frontière puis qui nous aurait échappé avec les non-professionnels d'aéronautique et qui serait peut-être intéressant qu'on sache aussi? Alors, pas à ma connaissance, il n'y a rien de spécial, mais je vous recommande d'aller sur le site notaminfo, en un seul mot.com. Et là, vous voyez toutes les zones actuelles, pas seulement les routes à basse altitude comme sur les cartes ASBA ou autres, mais sur ce site, vous avez toutes les informations. Vous pouvez sélectionner soit une zone, par exemple, tout l'arc alpin, soit prendre pays par pays. Et là, vous avez les zones actuelles qui sont en service. Sur la partie en haut à droite, vous pouvez sélectionner pour aujourd'hui, pour la semaine suivante, etc. Donc, c'est un site qui est vraiment très pratique. notaminfo.com. Il y a M. Stelli. Merci. Monsieur Stelli a levé la main. On n'entend pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions en attendant? Voilà, Monsieur Corbout. Oui, bonsoir à tous. D'abord, un grand merci pour ce séminaire. C'était génial. Enfin, en tout cas, pour ce que j'ai pu voir, malheureusement, je n'ai pas pu libérer tout de suite pour des raisons professionnelles. J'ai vu que c'était enregistré. Est-ce qu'il y aurait possibilité d'avoir une copie de cet enregistrement pour pouvoir reprendre ça tranquillement ou ce n'est pas possible? Alors, Christophe, salut. Ça sera publié sur le site de l'Aéroclub de Suisse. Il y aura un lien et il y aura toute la vidéo de toute la conférence qui sera disponible. Merveilleux, vous êtes des chefs, vous avez pensé à tout. Merci beaucoup. Je t'en prie, Christophe. Alors, encore une question? Si ça ne semble pas être le cas, je crois qu'on va mettre un terme gentiment à cette soirée. Je tiens à remercier très, très sincèrement nos deux intervenants. Je crois que les informations qui nous ont été transmises étaient extrêmement importantes. Ça a été bien dit, bien fait. On a bien compris les choses. Je pense que la formule est intéressante et puis je pense qu'on devrait pouvoir se donner un rendez-vous prochainement l'année prochaine. Et en attendant, je vous remercie de votre participation. Et puis, je crois que Yves Burkhardt, au nom de l'Aéroclub, aimerait encore donner un petit mot de la fin. Donc, Yves, je te passe la parole. Merci beaucoup, Jean-Michel. Et là, comme c'était intéressant, ce séminaire, ça faisait beaucoup de plaisir de suivre de nouveau le troisième séminaire. Voilà, nous avons atteint la fin de notre premier séminaire en ligne sur l'espace aérien 2021. Et puis, il me reste que vous dire merci de votre participation et de l'intérêt que vous avez porté à cette forme d'information et de formation pour nos chers membres de l'Aéroclub de Suisse. Le comité central de l'Aéroclub, sous la direction du conseiller national Matthias Jauslin, un pilote en planeur, et les collaborateurs du secrétariat central de l'Aéroclub à Lucerne espèrent que vous avez tous pu profiter des précieuses informations fournies par nos deux présentateurs. Alors, je profite de l'occasion pour remercier notre délégué régional pour la Suisse romande, Jean-Michel Zellweger, pour la coordination du séminaire et Gabi Rossier en tant que nouveau responsable de la section espace aérien
de l'Aéroclub de Suisse. Et puis un grand merci aussi à Chris Nika et au colonel état-major général Pierre Drago de Goumoin pour le soutien et la présentation de la MAA. Ouais, et puis en plus, si vous avez des commentaires, encore une fois, ou des critiques à formuler au sujet du séminaire, notre adresse email, je vous propose, dites ce que vous a plaît, si vous avez des points qu'on peut améliorer, info@aeroclub.ch dans les jours qui suivent. Dans cet esprit, je vous souhaite à tous une excellente saison de vol avec de nombreuses bons vols et je vous remercie encore de votre participation au séminaire du soir d'aujourd'hui. L'Aéroclub au service de ses membres, vive l'aviation légère et sportive, vive la troisième dimension. Je vous souhaite, mes chers, une bonne soirée, un bon week-end. Merci à tous, au revoir et à bientôt. Salut. Merci, bonne soirée. Merci, bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Bonne soirée à tous.